Bonjour tout le monde, Diane Ouellette, responsable aux communications au sein de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Aujourd'hui, je suis avec une personne, un entraîneur qui a su se démarquer l'an passé. L'an passé, saison historique, qu'on pourrait bien dire, avec le COVID. Et malgré ça, il a su se démarquer puisqu'il a même été récipiendaire d'un prix à la Ligue de hockey d'excellence du Québec, le prix de l'implication exceptionnelle d'un entraîneur. Donc, ensemble, on va découvrir comment il a fait pour motiver ses troupes, comment il a fait surtout pour continuer à les développer, à développer l'athlète, malgré les difficultés où on devait réinventer l'autre. Sans plus tarder, je vais vous présenter Samuel Collard, entraîneur-chef du M17 Espoir et du M13 des Harfans de Sherbrooke. Bonjour, Samuel. Bonjour, Diane. Ça va bien, toi? Ça va bien, merci, toi? Oui, merci. Écoute, sans plus tarder, Samuel, mets-nous dans le cœur du sujet. Comment tu as fait l'an passé pour garder motiver tes troupes et de faire une implication exceptionnelle comme ça? Je crois que ça part vraiment dès que le déclenchement du confinement a été fait en mars. Plusieurs entraîneurs à Sherbrooke, on s'est rencontrés pour déjà se garder dans le bain. On n'avait plus d'athlètes, mais entre entraîneurs, on voulait se garder dans le bain, parler de hockey. On a eu beaucoup de discussions Zoom, justement, où on invitait des coachs de l'extérieur, des coachs plus vieux, des coachs d'expérience à discuter de hockey. Puis dès que la saison, l'an passé, la saison historique, là, comme tu disais, on avait beaucoup de contenu déjà discuté. Fait que notre programme, on avait eu beaucoup on s'était mis beaucoup sur la même longueur d'onde. Fait que toute l'équipe des Harfans, on savait qu'on faisait face à une année probablement très spéciale, mais on était vraiment bien préparés. Dans le fond, vous aviez, si je peux me permettre, le mending. L'attitude que vous avez adoptée face à cette situation-là a été positive puis pleine de solutions. Exact. On avait vraiment beaucoup de solutions ou d'enseignement, du contenu qu'on voulait travailler avec nos jeunes. Mais la première chose que j'ai faite avec mon équipe, surtout l'an passé, j'étais vraiment plus avec le M17, on a dit qu'on ne se laisserait pas atteindre par la COVID. On s'est donné un slogan, on s'est fait imprimer des chandails où que nous, on a un rêve, on veut se développer, on veut continuer à avancer dans le hockey, puis que ce ne sera pas le confinement, l'arrêt des matchs, l'arrêt des pratiques, à la limite. On ne peut plus venir à l'aréna. On va continuer à se développer. J'avais commencé mon premier meeting de l'année vraiment dans cette lignée-là. Puis le groupe de 2005, là, que ça faisait une deuxième année que j'étais leur entraîneur. J'ai été entraîneur avec eux au Bantam 3, mais après ça, au Midget Espoir. Puis vraiment, ce groupe de jeunes-là, au niveau leadership, on ne s'est pas laissé abattre. Je vous dirais que rendu après Noël, quand on a su qu'on jouait aucune game, c'était plus difficile. Mais au début, on a vraiment parti avec vraiment l'intention de peu importe ce qui arrive, on va travailler fort, on va continuer de se développer. Puis je crois qu'on a été chanceux. On a pu jouer quand même, nous, dans la zone jaune, dans les zones, on se souvient. Et on a quand même pu jouer quelques matchs contre nos rivaux de Cascade, Canimex. Et on a même joué un match hors concours avec les Estacades. Puis ensuite, interprogramme, on a pu se faire des matchs aussi à Hockey Sherbrooke. Ça nous a gardé beaucoup motivés. Les jeunes étaient contents de retourner sur la glace jouer des matchs, même si on n'avait pas au contact, même s'il y avait plein de restrictions. Je crois que ça les a gardés allumés beaucoup avant Noël. Je crois que l'après-Noël a été plus difficile. Oui, j'aimerais que tu m'en parles. J'ai hâte que tu me parles d'après Noël. Exact. Parce que tantôt, la façon dont tu l'as dit, après Noël, ça, c'était un coup un peu plus difficile pour tout le monde. Là. Ouais. Moi, je suis de tendance assez créative. J'aime ça créer des situations d'enseignement ou peu importe des situations où les jeunes vont vivre des expériences. Que ce soit, exemple, OK, on fait un mois, on fait juste parler en anglais avec les jeunes. Ils doivent travailler sur leur anglais. Puis c'est vraiment la thématique de la semaine ou du mois. J'ai décidé de commencer à faire pour que les jeunes apprennent à se connaître mieux. Je pense qu'à 15-16 ans, ils commencent à se connaître comme futurs adultes, comme jeunes adultes, à être capable de dire c'est quoi leur force, c'est quoi leur chose à améliorer comme personnalité, comme joueur. Puis d'être capable d'en parler avec un gérant d'épicerie s'ils ont un job ou un recruteur s'il y a lieu. Puis j'ai créé un projet qui était des entrevues fictives. Au cours de nos semaines, on regardait les jeunes qui vivent à la hors-glace. Il y avait des recruteurs fictifs, mais qui étaient quand même des gens du milieu du hockey qui faisaient des entrevues avec mes joueurs. Ils devaient quand même continuer à travailler sur
leurs forces sur la glace et sur les Donc, choses qu'ils ont à travailler. si je Oui. me permets, Samuel, ce que tu as fait au fond, c'est que même si la saison n'était pas une saison ordinaire, tu as Ouais. quand même continué à te guider par rapport aux phases de la saison. Oui, Parce que oui. ces joueurs-là, effectivement, rendus dans leur cheminement de hockey, ils sont appelés à faire des entrevues avec les recruteurs. Hey, c'est une Exact. excellente idée. Excellente Puis en idée. même temps, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui étaient sur le marché du travail l'an passé à cause il n'y avait pas de match. Ils ont trouvé des petits jobs de fin de semaine. Puis, ils ont des nouvelles conditions. Ils ont des gérants, ils ont des responsables, ils ont des employeurs. Je me suis dit, on veut faire aussi des bonnes personnes, mais on va amener ce projet-là aussi de ce côté-là. Je crois que ce qui a été bon sur la glace, c'est que maintenant, les jeunes étaient au courant et étaient plus autonomes dans OK, là, je travaille mes forces, puis quand on va travailler sur mes phases de jeu à travailler qui sont plus difficiles, c'est sûr qu'on reste dans la technique parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir de confrontation, mais tout ce qui était technique, les jeunes, ils connaissaient mieux. D'être capable de le verbaliser, être capable d'être conscient de tes forces, puis être conscient de tes trucs à améliorer, puis de le verbaliser dans un contexte quand même stressant. J'avais les gens que j'ai eus comme en entrevue fictive, j'ai eu Jude Vallée, qui est entraîneur dans notre région, qui est entraîneur dans junior majeur. J'ai eu Luc Gauthier, qui est recruteur pour les Penguins de Pittsburgh. Ces gens-là sont prêtés au jeu. C'est des connaissances, oui, de la région de Sherbrooke. On a fait quand même vivre des expériences à des jeunes qui étaient quand même stressantes. On parle d'un Zoom où les jeunes étaient en train de se faire interviewer comme si c'était un recrutement, une entrevue de recrutement junior majeur. Puis le reste du vestiaire voyait la discussion entre leur coéquipier et le recruteur. Ils pouvaient le commenter. Exact. Oh, eux, il y avait juste le son, il y avait le visuel et le son dans le vestiaire. Puis à la fin, on venait avec des commentaires, puis les commentaires aussi du recruteur qui donnait des conseils aux jeunes. Ça, pour moi, ça a été un projet, on va dire, avant la semaine de relâche qui a amené qui a ramené les gars aussi à l'objectif. L'objectif, c'est qu'il y a du hockey après. Il va y avoir du hockey après. Il y a du junior majeur, il y a du midget 3. On veut rester prêt. Je pense que ça les a quand même gardés dans la game, disons, on va le dire exact. Ainsi. Gardés dans la game. Exact. C'est ça. Mais j'imagine que toute cette expérience-là que tu as vécue l'an passé, tu as dû garder des choses pour cette année? J'ai gardé des choses. C'est certain qu'on a amélioré comme je te dis, on a développé quelque chose avec l'IRFAN qu'on appelle, nous, notre plateforme de développement où tous les entraîneurs sont à l'unisson dans ce qu'ils enseignent. Fait que ça, on l'a amélioré. Ça, c'est des choses qu'on a gardées de cette phase-là. Mais là, maintenant, on l'applique avec des matchs, avec des situations de fin de semaine. Puis, tout ce qui est, mettons, les entrevues, ces choses-là, c'est des éléments que avant, c'était peut-être plus secondaire dans ma saison. L'année passée, ça a été vraiment le projet qui a gardé la motivation. Mais on va peut-être en garder, mais je pense que ça va être plus secondaire. On va vraiment plus s'occuper de nos matchs. Maintenant, on a le droit. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais les projets d'avoir des entrevues avec des recruteurs, ça, je pense que je vais le refaire. Je pense qu'on a aussi fait au Harfan un challenge inter-programme. On a à peu près 18 équipes, nous, que ce soit dans le LEQ masculin, féminin ou dans la RSEQ. Puis on voulait créer des défis physiques, des fois c'est des défis culturels, des fois des défis, exemple, l'équipe qui tire le plus de rondelles pendant la semaine à la maison. Ils devaient se filmer à tirer des rondelles. L'équipe, exemple, c'est le M15 relève qui a tiré le plus de rondelles cette semaine, font des points au classement. Un peu typique de Harry Potter. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait aussi interprogramme après Noël. Ça, je crois pas qu'on va le refaire. Et tu me disais que, écoute, tu es créatif, tu es impliqué, tu es un gars engagé. On le sait, tu es quelqu'un aussi qui a la réputation, qui veut faire valoir et rayonner le programme de développement. Je pense qu'avec tout ce que tu as mis en place, ça le démontre très bien. Mais j'ai appris quelque chose tantôt, tu es 2 fois entraîneur-chef. Alors, on parle d'un entraîneur-chef M17 Espoir qui est quand même important comme travail. Et en plus, tu as le M13, M13 3A qui est au niveau anciennement qu'on appelait Pee-Wee. Donc, comment tu fais pour arriver à faire les 2 chefs, les 2 postes? C'est certain que
lorsque j'ai accepté la tâche, on avait plusieurs objectifs. Le programme, c'était d'améliorer avoir encore plus d'encadrement avec les plus jeunes. On commence avec, nous, on a nos plus jeunes, c'est les Pee-Wee, c'est les M13, mais on a une idée aussi qu'on voudrait travailler avec les M11 aussi, à un certain point. On voulait démontrer notre leadership en bas âge, tout en gardant notre poste. Là, moi, je restais en poste au M17. Puis ça, on s'est dit, ça ne sera pas possible si on n'a pas des entraîneurs adjoints. On a essayé de garder nos entraîneurs M13 qui étaient avec nous depuis quelques années à s'ajouter dans on va dire, dans un gros staff qui est capable de faire les deux équipes. Moi, dans mon équipe, j'ai Simon Robida au M17. Simon Robida qui est le frère de Stéphane Robida. J'ai un bon lien avec mes M17. Simon, il est là tout le temps. Puis, il y a aussi un bon lien avec le Midget 3, vu que Stéphane il était avec les cantonniers. Et ensuite, au Pee-Wee, j'ai Daniel Baudouin. C'est un entraîneur qui est très bon avec les habiletés. Puis Daniel, il est capable de venir aussi au Midget Espoir, qui a un lien avec les deux équipes. Puis j'ai d'autres entraîneurs adjoints, deux autres entraîneurs adjoints plus jeunes qui sont à l'université, Charles Marcoux et Louis-Philippe Fortin, qui m'aident à travailler avec ces deux équipes-là. Nous, ce qu'on voulait, c'est augmenter l'offre de services, augmenter aussi le nombre d'intervenants qui va travailler avec les jeunes. On voulait qu'il y ait plus d'expérience pour les jeunes. Alors, on veut avoir que ça soit structuré. On ne veut pas que ce soit juste du monde qui arrive. Une pratique, c'est d'autres nouveaux coachs. Une autre pratique, des nouveaux coachs. On veut qu'il y ait une structure, mais... Un roulement, mais toujours avec les mêmes personnes, c'est ça? Exact, exact. Qui viennent à connaître les forces de tout le monde, puis de prendre aussi on va dire des trucs, mais des conseils avec chacun. Mais je crois que notre outil qu'on a développé avec on appelle la plateforme ici, qui est un outil de préparation, de planification d'entraînement, où tous les gens peuvent avoir accès, tout mon staff a accès à ma plateforme, puis suit mon équipe, comment ça se déroule, suit le développement de chaque joueur, sait s'il y en a un qui a été tannant à l'école, tout se sait, un peu comme un portail. Ça, c'est un outil important. Mais reste que à chaque semaine, à chaque jour quasiment, d'avoir un contact avec toute mon équipe. On s'entend, c'est des passionnés, c'est pas des gens qui c'est leur métier à temps plein. Moi, je suis chanceux de faire ça, mais j'ai des passionnés avec moi qui prennent des fins de semaine, qui prennent des soirs pour venir nous aider au développement des jeunes. Puis ça, autant on peut avoir... Exact. Autant qu'on peut avoir plein de projets, mais autant que ces gens-là doivent être remerciés grandement là, pour que le projet fonctionne. Bien, s'ils ne sont pas là, ça ne fonctionne pas. Ils sont aussi importants que l'entraîneur-chef, dans le fond. Là. Hein? S'ils ne sont pas là, ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que les Harfans de Sherbrooke, leur force, c'est leur habilité d'avoir développé l'esprit d'équipe, de travail d'équipe entre les entraîneurs, entre le personnel hockey, disons. Est-ce qu'on peut penser ça des Harfans de Sherbrooke? Oui, je pense que dans ce moment, dans les Harfans de Sherbrooke, on a vraiment une belle... Je parle LEQ masculine cette année, on a vraiment, je ne sais pas, on ne s'entend pas bien avec les autres, mais dans la LEQ masculine, on a vraiment un noyau où que tout le monde travaille avec tous les joueurs. Nous, on a du M13 relève jusqu'au M17, on a 5 équipes, puis tous les intervenants ont quasiment je parle de l'entraîneur-chef du M15-3A, qui est Alexandre Durette, ou de l'entraîneur-chef M15 relève et M13 relève, Daniel Collard, et son adjoint Tommy Martel. C'est tous ces gens-là. Moi, je suis sur la glace avec le M15-3A, autant que Alexandre Durette est sur la glace au M17 avec moi. Au-delà de ça, on a notre staff, mais on a aussi des entraîneurs-chefs qui travaillent avec toutes les équipes. Ça, c'est important pour nous. Puis, je crois qu'au sport-études, ça va vraiment... On n'a plus... c'est ça, on fait la différence à ce moment-là où on a une pratique le matin où on peut être 4 entraîneurs avec les jeunes. Anciennement, on n'avait pas ça quand on était moins structuré. Qu'est-ce qui a permis ça, qui vous a permis de passer à cette étape-là? Parce que c'est quand même un gros step que vous avez fait, de faire en sorte que tout le monde, peu importe dans la LHEQ, ce qui concerne les 5 équipes de la LHEQ chez vous, peu importe qui est là, tout le monde est capable de répondre au programme de développement. Parce que moi, ma question, au final, pour prendre une expression que les gens de hockey disent à la fin de la journée, c'est le joueur qui est important. C'est que lui reçoive les outils qui lui permettent d'atteindre son rêve, ses objectifs pour pouvoir passer au niveau supérieur. Je crois que ça ne se fait pas. Je crois qu'on est chanceux d'avoir ça. Les 3
entraîneur temps plein à la LEQ, c'est moi, c'est Alexandre Durette, qui est un de mes bons amis depuis plusieurs années, puis mon père, qui est Daniel Collard. Alors, tu sais, on a quand même un lien, les trois ensemble, qui ensuite passe avec nos adjoints. Mais reste que le casse-tête fait par Hockey Sherbrooke, le directeur, l'entraîneur cadre, le casse-tête d'horaire pour nous permettre de, lorsque je ne suis pas avec mon équipe M17, je peux être sur la glace avec le M15. Mais ça, c'est un casse-tête derrière tout ça qui est quand même complexe. On a 2 sports-études au complexe sportif Thibault, qui est le patin artistique et le hockey. On a 18 équipes. Il y a beaucoup d'organisations à avoir derrière tout ça. Nous, ce qu'on voulait, c'est augmenter l'offre de services, augmenter aussi le nombre d'intervenants qui va travailler avec les jeunes. On voulait qu'il y ait plus d'expérience pour les jeunes. Alors, on veut avoir que ça soit structuré. On ne veut pas que ce soit juste du monde qui arrive. Une pratique, c'est d'autres nouveaux coachs. Une autre pratique, un des nouveaux coachs. On veut qu'il y ait une structure, mais... Un roulement, mais toujours avec les mêmes personnes, c'est ça? Exact, exact. Qui viennent à connaître les forces de tout le monde, puis de prendre aussi on va dire des trucs, mais des conseils avec chacun. Mais je crois que notre outil qu'on a développé avec on appelle la plateforme ici, qui est un outil de préparation, de planification d'entraînement, où tous les gens peuvent avoir accès, tout mon staff a accès à ma plateforme, puis suit mon équipe, comment ça se déroule, suit le développement de chaque joueur, sait s'il y en a un qui a été tannant à l'école, tout se sait, un peu comme un portail. Ça, c'est un outil important. Mais reste que à chaque semaine, à chaque jour quasiment, d'avoir un contact avec toute mon équipe. On s'entend, c'est des passionnés, c'est pas des gens qui c'est leur métier à temps plein. Moi, je suis chanceux de faire ça, mais j'ai des passionnés avec moi qui prennent des fins de semaine, qui prennent des soirs pour venir nous aider au développement des jeunes. Puis ça, autant on peut avoir... Exact. Autant qu'on peut avoir plein de projets, mais autant que ces gens-là doivent être remerciés grandement là, pour que le projet fonctionne. Je pense que dans ce moment, à la fin de Sherbrooke, on a vraiment une belle... Je parle LEQ masculine cette année, on a vraiment... Je ne sais pas, on ne s'entend pas bien avec les autres, mais dans la LEQ masculine, on a vraiment un noyau où que tout le monde travaille avec tous les joueurs. Tu sais, nous, on a du M13 relève jusqu'au M17. On a 5 équipes. Puis, tous les intervenants ont quasiment Je parle de l'entraîneur-chef du M15-3A, qui est Alexandre Durette, ou de l'entraîneur-chef M15 relève et M13 relève, Daniel Collard, et son adjoint Tommy Martel. Tous ces gens-là, moi, je suis sur la glace avec le M15-3A, autant que Alexandre Durette est sur la glace au M17 avec moi. Au-delà de ça, on a notre staff, mais on a aussi les entraîneurs-chefs qui travaillent avec toutes les équipes. Ça, c'est important pour nous. Puis, je crois qu'au sport-études, ça va vraiment... On n'a pas... c'est ça, on fait la différence à ce moment-là où on a une pratique le matin où on peut être 4 entraîneurs avec les jeunes. Anciennement, on n'avait pas ça quand on était moins structuré. Qu'est-ce qui a permis ça, qui vous a permis de passer à cette étape-là? Parce que c'est quand même un gros step que vous avez fait, de faire en sorte que tout le monde, peu importe dans la LHEQ, ce qui concerne les 5 équipes de la LHEQ chez vous, peu importe qui est là, tout le monde est capable de répondre au programme de développement. Parce que moi, ma question, au final, pour prendre une expression que les gens de hockey disent à la fin de la journée, c'est le joueur qui est important. C'est que lui reçoive les outils qui lui permettent d'atteindre son rêve, ses objectifs pour pouvoir passer au niveau supérieur. Je crois que ça ne se fait pas. Je crois qu'on est chanceux d'avoir ça. Les 3 entraîneurs temps plein à la LEQ, c'est moi, c'est Alexandre Durette, qui est un de mes bons amis depuis plusieurs années, puis mon père, qui est Daniel Collard. Alors, on a quand même un lien, les 3 ensemble, qui ensuite passe avec nos adjoints. Mais reste que le casse-tête fait par Hockey Sherbrooke, le directeur, l'entraîneur cadre, le casse-tête d'horaire pour nous permettre de, lorsque je ne suis pas avec mon équipe M17, je peux être sur la glace avec le M15. Mais ça, c'est un casse-tête derrière tout ça qui est quand même complexe. On a 2 sports-études au complexe sportif Thibault, qui est le patin artistique et le hockey. On a 18 équipes. Il y a beaucoup d'organisations à avoir derrière tout ça. Moi, Samuel, je t'écoute parler, puis ce qui me vient à l'esprit, c'est wow, ce gars-là, toi, tu as su rapidement c'était quoi ta passion.
tu es allé te chercher un bac en éducation physique, tu savais que tu allais aller là. Et ce que tu apportes à l'organisation des enfants de Sherbrooke est vraiment remarquable, là. Hein? Tu sais, dans le fond, ce Merci. que tu me parles, la plateforme, c'est toi qui l'as créée. Cette idée-là, c'est toi qui l'as eue. Tu l'as propagée, donc tu as un bon leadership. Alors, ce qui fait que bravo, j'ai pas le choix de te dire ça, puis ça me fait, je suis vraiment impressionnée de ce que tu as fait. J'espère que cette entrevue-là va permettre à d'autres de s'inspirer. Parce qu'au fond, la créativité, ça n'a pas de limite, ça. Il n'y en a pas de limite. Il n'y a pas Bon, de mauvaises choses à faire. Il y a des choses à essayer, puis ça développe sur de bonnes actions. Je présume que tu as participé à certaines formations pour pouvoir atteindre aussi ton niveau d'enseignement. ouais, j'ai été formé en fait, à l'Université de Sherbrooke en instruction physique, qui m'a ouvert beaucoup les yeux sur les autres, en fait, l'aspect de l'entraînement, euh, en physique. On parle de mettons, le cardio, les musculaires, etc. Ça m'a vraiment éveillé sur comment je pourrais amener les entraînements de hockey sur glace plus spécifiques avec l'entraînement physique. Ça, c'est une de mes formations, je pense, qui m'a amené beaucoup de choses au début d'année. En début de carrière, j'ai vraiment essayé des nouvelles façons de travailler sur les 50 minutes de glace. Là. Pas juste avoir des 5 drills de 10 minutes, avoir des choses différentes pour être plus spécifique au hockey. Puis ensuite, j'ai été formé à Hockey Québec au HP1, la cohorte, on était à Mont-Tremblant. Puis j'ai poursuivi avec une formation avec Hockey Canada, qui est la formation des entraîneurs d'habileté. On avait eu un contact étroit durant le championnat du monde junior avec la Finlande, l'équipe finlandaise qui était postée à notre patinoire pour la préparation avant le championnat du monde junior. Puis on a discuté avec les entraîneurs de l'équipe junior, puis les gens de l'entourage de l'équipe junior. On a eu une soirée avec eux pour échanger, voir c'est quoi la différence entre ce qui se passe en Europe, ce qui se passe ici. Puis Yves Archambault, qui travaillait pour Hockey Québec, avait aussi fait un livre dans ces années-là sur son voyage en Finlande, sur comment il avait vu le bilan, je crois, du développement finlandais et le comparatif avec Hockey Québec, Hockey Canada. Puis c'est ça qui m'a donné le goût d'aller à Calgary. M. Archambault j'avais donné ma candidature, M. Archambault m'avait comme motivé à aller à cette formation-là. Je crois que j'ai vraiment aimé cette formation-là parce qu'on a créé un réseau. Puis l'ambiance que Canada crée là-dedans, c'est incroyable. Ça t'amène quoi, ce réseau-là? C'est une autre façon de regarder le hockey, d'autres façons de créer ce que tu as à faire. Qu'est-ce qui t'apporte, ce réseau-là? On sait que, bon, tu as été à l'université, tu as été formé par Hockey Québec au HP1. C'est haute performance pour que les gens puissent savoir qu'est-ce que c'est, qui est exigé pour pouvoir être entraîneur midget, pas midget, mais M17 Espoir, entre autres. Et je pense que même au M15, il est exigé maintenant. Oui. Puis après, tu t'en vas à Hockey Canada. Je veux dire, je présume que ces trois stades-là t'ont permis d'avoir des regards différents. Oui, le regard que j'ai eu, premièrement, je crois que c'est un regard d'humilité ou je trouve que des fois, il y a beaucoup d'ego dans les entraîneurs d'habileté où ça, c'est ma recette fonctionne. Mais quand on arrive à Canada, où on est peut-être trentaine, quarantaine de skills coach partout au Canada, puis là, on ne commencera pas à s'ostiner sur la meilleure façon de développer la poussée en patinage. On va plus se mettre ensemble pour voir. Puis au Canada, ils font très bien. Là. Ils commencent la situation d'enseignement avec 4 des meilleurs patineurs sur l'équipe Canada. Puis ils nous demandent s'ils patinent tous de la même façon. La réponse, c'est non. T'sais. Crosby ne patine pas comme McKinnon, puis pas comme etc. La réponse, c'est pas ta recette, c'est d'améliorer les joueurs. C'est ça. En fait, la recette se retrouve dans le joueur. Exact. Par rapport à ce que lui a. Arrêter de mettre la caméra sur le skills coach, mais de le mettre sur le joueur, puis d'utiliser les autres skills coach pour t'améliorer, trouver d'autres solutions. Puis ça, oui, ça me donne de la. Moi, je trouve que de regarder ce que les autres font, moi, ça m'amène à recréer d'autres situations d'enseignement, d'autres progressions, skills, peu importe. Je ne vole pas des drills, comme souvent on appelle, on dit ça, on vole des drills. Vous partagez des choses, c'est pas pareil. On partage. Puis moi, je crée juste par la façon qu'il a placé sa colonne de joueurs. OK, oui, c'est vrai, c'est plus spécifique. Ou non, c'est comme ça que je la placerais versus j'ai aimé ce parcours-là. Qu'est-ce que je peux ajouter où est-ce que je la place dans mon bagage? Tu mets ta couleur dans tout ce que tu apprends. Par contre, tu accueilles. J'ai beaucoup aimé ton mot humilité.
parce que je pense qu'à partir du moment où on a un peu d'humilité, on peut juste être meilleur. Alors, les autres peuvent en profiter à ce moment-là. Mais dis-moi, Samuel, tu as quand même un parcours qui est très riche en expérience et très riche en connaissances. C'est quoi les objectifs de Samuel Collard dans les prochaines années? J'ai un objectif qui est souvent, les gens pensent que vu que j'ai fait beaucoup de formations, que je suis en avant du programme des Harfans de Sherbrooke, que je veux monter dans le plus haut niveau, puis monter junior, monter dans la nationale. J'ai un fort sentiment d'appartenance à ma région. J'ai un fort sentiment d'appartenance à ma région. Ma famille, on est implanté ici. Mon objectif, c'est de développer vraiment ma région. Je veux aussi être capable d'aider je peux aider, si le temps me le permet, aider aussi au Québec par mes idées. Mais mon objectif, c'est vraiment, je veux rester en Estrie pour développer les joueurs en Estrie. Que ce soit, comme je t'ai dit, je me vois entraîneur au M18 à Magog, je me vois au M17, je me vois au M15, je me vois au M13, je me vois au M11. Je pense qu'on a des besoins si on veut continuer à développer le hockey au Québec. Puis, ben moi, je veux m'occuper de l'Estrie. Je veux t'occuper de ta région. Ah, c'est vraiment bien. Écoute, cette région-là est privilégiée d'avoir des gens comme toi qui veulent s'y impliquer puis s'implanter avec cette créativité-là. Alors, Merci. toi, Samuel, personnellement, tu as un beau projet qui s'en vient dans quelques jours. Oui. Donc, tu attends ton premier enfant. Alors, ça aussi, c'est un beau projet. On va te souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Est-ce que tu sais déjà qu'est-ce que c'est? Ben, je fais la blague souvent, je dis que c'est un petit défenseur droitier, mais c'est un petit garçon. Là, on va commencer à. Ah, c'est bon, c'est bon. On va vous souhaiter bonne chance pour l'arrivée de ce petit garçon-là. Et merci, Samuel, de nous avoir accordé ce temps-là. Et merci de nous avoir partagé tes connaissances, tes expériences, ta façon de voir les choses. Et continue ton bon travail, puis merci de ton implication. Et Merci avant de beaucoup. terminer, je pense que je te donnerai le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux entraîneurs ainsi qu'aux joueurs? Ce que j'aimerais dire aux entraîneurs de la Ligue d'excellence du Québec, c'est continuons à travailler fort puis à persévérer parce que l'objectif, c'est de développer les jeunes du futur. C'est comme un peu un cliché, mais je pense que c'est important de ne pas oublier que peu importe le match, peu importe le tournoi, peu importe le championnat, c'est pas le nombre de bannières qu'on a dans notre garage qui fait la différence. C'est bien plus le nombre de jeunes qui gardent un bon lien et qui gardent une belle expérience positive dans le reste de leur vie. Puis quand tu les rencontres dans 10 ans plus tard, ben, ils sont fiers d'avoir porté les couleurs de ton équipe. Puis pour les joueurs, je pense que enfin, vous pouvez jouer. Alors, mettez-vous pas de pression, continuez à vous amuser. Souvent, on a des rêves puis on peut se mettre de la pression parce qu'on veut que performer. Mais des fois, peut-être qu'on performe mieux quand on fait juste jouer. Okay, je vous lance l'appel. Amusez-vous en fin de semaine, vous allez avoir des matchs. Puis j'espère que sur la glace, je vais plus voir des sourires que des gens qui sont stressés de performer. Puis on l'a vécu l'an passé, on a été retenus. Ben, cette année, let's go, on joue. Très beau message. Merci encore, Samuel, et au plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup.